Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Voici le sommaire de ce journal. La situation socio-politique du Mali au cœur d'une réunion de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra ce mardi. Le président de la République, Alassane Ouattara, y prenait part. Selon les conclusions, la CEDEAO souhaite que soit mise en place une transition civile. Nous reviendrons ce soir sur les grandes lignes de la décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire publiée hier. Elle annonce le verdict du Conseil après étude des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. La rédaction de RTI1 résume pour vous cette déclaration majeure. Et au Mali, l'ancien président Moussa Traoré n'est plus parvenu au pouvoir après un coup d'État en 1968. Il sera en 1991 renversé. Ces dernières années, il aura été un conseiller pour la classe politique malienne. La crise socio-politique que traverse le Mali était au centre des préoccupations de la CEDEAO ce mardi à Accra, la capitale ghanéenne. Le président de la République, Alassane Ouattara, y prenait part. Comment parvenir à un consensus et lever l'embargo commercial qui paralyse les Maliens? Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tenté d'y trouver une réponse par des pourparlers avec la junte militaire malienne. On voit tout cela avec Viviane Aïma. Cette rencontre des chefs d'État de la CEDEAO avec la junte au pouvoir au Mali, qui s'est tenue ce mardi 15 septembre à Accra au Ghana, avait pour intitulé « Réunion consultative des chefs d'État de la CEDEAO et le Comité national de salut du peuple ». Elle réunissait 7 chefs d'État de la CEDEAO, dont le président en exercice, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État du Sénégal, du Togo, de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso et le vice-président du Nigeria. L'objectif de la rencontre, examiner la situation sociopolitique au Mali et entendre les membres du Comité national de salut du peuple pour voir l'état de la mise en place de la transition conformément aux décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 28 août dernier et confirmé par le sommet ordinaire qui s'est tenu à Niamey le 7 septembre dernier. À l'ouverture de la rencontre, le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a rappelé la nécessité que soit trouvée une solution définitive à la crise au Mali, d'où l'importance de tout mettre en œuvre pour la mise en place des institutions de la transition dirigées par des civils. La rencontre s'est poursuivie par un huis clos des chefs d'État, sanctionné par un communiqué final comprenant 5 axes majeurs, à savoir la nécessité de mettre en place un schéma et une feuille de route pour une transition. Que cette transition soit dirigée par des civils, à savoir un président civil et un premier ministre civil. Que cette transition n'excède pas un délai de 18 mois. La levée des sanctions interviendra dès la nomination des responsables de la transition. L'envoi d'une délégation conduite par le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, au Mali pour faire le point de la mise en œuvre des différentes décisions. Intervenant devant la presse africaine et internationale présente à cette rencontre d'Accra, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a exhorté la junte militaire et tous les acteurs maliens à trouver le plus rapidement une solution consensuelle pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons eu un bon sommet. Il y avait 9 chefs d'État, les représentants de la junte militaire au Mali. C'est un moment important parce que ça fait pratiquement un mois que nous assistons à cette situation qui bloque le Mali, qui bloque la communauté et nous sommes soucieux de réduire la souffrance du peuple malien. Nous avons donc avancé en confirmant qu'il faut que le président soit un civil, que le premier ministre, chef du gouvernement, soit un civil, et que dès que ceux-ci seront désignés, nous devons lever les sanctions. Parce que le Mali ne doit pas rester dans cette situation par encore des jours et des semaines. C'est important pour nous tous. Le peuple malien est un peuple ami, un peuple frère, et je souhaite que la junte fasse l'effort nécessaire avec tous les acteurs
pour arriver à une solution consensuelle le plus rapidement possible. Vous n'avez rien allégé comme sanction, Président? Mais si demain, le président de la transition et le Premier ministre sont nommés, les sanctions seront levées automatiquement. Après la rencontre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan. Voilà, c'était le point du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu ce jour à Accra, un sommet auquel a pris part le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel présentait hier en direct de nos antennes la liste des candidatures éligibles à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Sur 44 dossiers de candidature, 4 ont obtenu l'approbation de l'institution. L'essentiel à retenir de cette déclaration majeure est recoupé par Adama Koné. En regarde. Sa décision était très attendue. Ce lundi 14 septembre 2020, 11 jours après la réception de 44 dossiers, le Conseil constitutionnel livre les résultats de ses délibérations sur l'éligibilité à la présidentielle du 31 octobre prochain, au cours d'une audience solennelle. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 40 dossiers de candidature n'ont pu franchir le premier tour, celui de la recevabilité. Ils ont été purement et simplement rejetés. Sont irrecevables. Pour dossier de candidature non conforme au code électoral, les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé N'Guessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Djibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Toakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koi, Djachi Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader. Ce n'est pas tout. Le Conseil constitutionnel a aussi vidé la question sur les requêtes. Les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, Afi N'Guessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. Après 1h35 d'audience, le seul avocat présent exprime son sentiment. Je suis heureux parce que le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision qui est une décision majeure. Elle vient de donner une lecture claire de l'article 56 du Code électoral. Le Conseil vient de s'accorder avec nous également que les moyens et les arguments qui avaient été utilisés, notamment sur les réseaux sociaux, faisant état d'une inéligibilité de mon illustre candidat, relevaient plus d'émotion que du droit. Le Conseil vient de démontrer, mais avec maestria, que mon illustre client, M. Alassane Ouattara, satisfait aux conditions constitutionnelles et légales de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 prochain. La messe juridique est dite, la liste des candidats est connue.
un tournant décisif du processus électoral. Cap sur la campagne électorale qui s'ouvre le 15 octobre à 0 heure. La décision du Conseil constitutionnel rendue, 4 candidats déclarés éligibles, 40 retoqués, suivant les réactions des états-majors des candidats retenus et de la population ivoirienne. Henri Konan Bédié, Kwadio Konan Bertin, Alassane Ouattara et Afi N'Guessan sont les 4 personnalités sur 44 qui ont été jugées aptes par le Conseil constitutionnel à compétir pour la présidentielle du 31 octobre. Le sujet fait la une des journaux et tient en haleine l'arène politique. Au RHDP, le débat sur l'éligibilité des différents candidats est clos. Il faut passer à l'essentiel. La vérité du droit vient d'être établie par le Conseil constitutionnel. En tout cas, nos militants sont heureux. Ce que on leur conseille aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain, faire le travail de proximité, parler à nos militants, expliquer le bien fondé de la candidature du président Alassane Ouattara et également demander aux uns et aux autres de rester calmes et d'attendre les mots d'ordre du parti. Le starting block est connu. Il faut aujourd'hui maintenant dire pourquoi on veut être président. J'attends que ceux qui affrontent Alassane Ouattara proposent face à ce bilan quelque chose d'autre pour que les Ivoiriens se prononcent. Toute autre attitude est une fuite en avant. Du côté du Front populaire ivoirien, Koti Ando René se réjouit tout en appelant à la paix. On attendait cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est fait, donc on va aller sur le terrain pour faire le reste. Le Front populaire ivoirien, nous prenons la paix. Donc je ne vais pas inciter les gens dans la rue pour soit anticonstitutionnel. Ce n'est pas digne du FPI. Nous, c'est le dialogue. Donc je demande à tous les militants du FPI d'aller aux urnes pour sanctionner ce qui n'a pas marché. Pascal Afi N'Guessan, dans un communiqué, déclare: Je connais votre soif de changement et j'entends l'incarner. Mobilisons-nous, rassemblons-nous pour imposer le 31 octobre une victoire dans les urnes. Au PDCI RDA, Henri Konan Bédié prend acte de la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Il dit, et je cite: Nous devons demeurer en ordre de marche pour l'alternance démocratique en vue de la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI RDA, donne son avis. Sachez que moi, je suis soulagé que la candidature du président Bédié ait été admise, validée, et qu'aujourd'hui, c'est un soulagement pour tous les militants. Des figures significatives telles que Soro, Laurent Gbagbo, Mabry Touakeus et les autres n'ont pas été retenus. C'est ça qui est peut-être malheureux. Quant au candidat Kwadio Konan Bertin, il n'a pas encore fait de déclaration officielle. D'autres acteurs de la classe politique ainsi que les populations se prononcent. Moi, je dis qu'il faut aller à la paix. Et pour aller à la paix, chacun doit faire des sacrifices. Le gouvernement doit faire des sacrifices, l'opposition doit faire des sacrifices. Donc on doit s'asseoir sur la même table et puis aller au dialogue politique. Moi, je pense que c'est mieux. Il faut la paix. La paix dans le pays, c'est ça qui fait la joie. La paix, c'est ça qui donne le bonheur, la grâce et la bénédiction. Maintenant que les candidats sont validés par le Conseil constitutionnel, place à la pré-campagne. Des réactions recueillies par Éric Goré. Et en cette période électorale, les journalistes devront plus que jamais assumer avec responsabilité leur rôle premier qui est d'informer. La manipulation de l'information en cette période est d'une grande sensibilité. Et pour soutenir cette tâche ardue, une session de formation à l'endroit des journalistes de Côte d'Ivoire a été initiée par l'UNJCI et l'organisation Reporters sans frontières. On regarde. Une couverture responsable et professionnelle de la présidentielle 2020. C'est l'objectif de cette formation à l'intention des directeurs de publication, rédacteurs en chef, chefs de services politiques et journalistes politiques au nombre de 27. Ils renforcent leurs capacités sur les questions d'éthique et de déontologie, de même que sur les instruments juridiques et constitutionnels. La presse responsable en matière politique, c'est une presse qui vérifie constamment une adéquation entre ce qu'elle va dire et puis les textes de loi et qui se soumet à une rigueur
éthique constante. Le processus électoral, la délibération à la commission électorale et les contentieux, des notions qui, expliquées aux journalistes, leur permettent d'être mieux outillés. Et au sortir d'ici, en tant que rédacteur en chef, on va donc partager tout ce que nous avons appris ici avec tous nos collaborateurs, de sorte à ce que, en tout cas, la couverture des élections se passe dans la paix et que les élections elles-mêmes se passent dans la paix. Nous sommes très à l'aise au sortir de cette formation-là pour mieux aborder la question électorale et donner un rendu assez, pertinent à nos lecteurs. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le ministère de tutelle encouragent cette culture du professionnalisme dans cette période électorale. Il s'agira de vous familiariser avec les nouveaux textes qui régissent désormais le processus électoral, à savoir la constitution du 8 novembre 2016 et du nouveau code électoral pris par ordonnance du président de la République. Ces réformes ont apporté des changements majeurs, notamment dans le processus électoral lui-même. À travers ce que vous avez appris, chacun dans sa rédaction, lorsqu'il va écrire sur un sujet concernant ces élections, aura des éléments pertinents pour fonder sa rédaction, pour fonder son article. Les journalistes se sont engagés à œuvrer pour des élections apaisées. Et en attendant les élections, le Fonds monétaire international et le gouvernement ivoirien évaluent le programme économique et financier sur la période 2016-2020. Si des objectifs ont été atteints, la pandémie de coronavirus aura fortement impacté les réalisations. Lansine Bakayoko. Selon les premières évaluations du gouvernement de Côte d'Ivoire, le programme conclu avec le Fonds monétaire international a contribué au renforcement de la solidité de son cadre macroéconomique et financier et à l'assainissement des finances publiques. La mise en œuvre du programme depuis 2016 a permis, entre autres, d'améliorer la situation financière et la trésorerie de la CIR avec la restructuration de sa dette, de restaurer l'équilibre financier et d'améliorer la trésorerie du secteur de l'électricité et de mettre en œuvre des plans de restructuration des banques publiques, notamment la BNI, la CNCE, la Versus Bank et la BHCI. Malgré ces performances, des chocs d'offres et de demandes obligent le gouvernement à recadrer ses projections et bien d'autres aspects de la gestion économique et sociale. Il s'agira d'examiner les différents critères et repères indicatifs définis conjointement. À savoir l'exécution du programme et du budget 2019-2020, y compris la loi de finances rectificative 2020, et bien sûr la mise en œuvre du plan de riposte économique à la Covid-19. Par visioconférence depuis Washington, le FMI admet les efforts déployés par l'État, mais observe que la pandémie a créé un certain déséquilibre budgétaire, notamment au niveau de sa capacité à s'endetter davantage. La trajectoire du budget 2021 devrait ainsi réorienter les priorités. Un élément qu'il faudra continuer à analyser dans le cadre de vos réflexions sur le nouveau plan de développement national, qui concerne un potentiel ralentissement de la croissance, un essoufflement des gains de productivité, qu'il s'agira d'endiguer avec un enclenchement fort de la transformation structurelle vers de nouveaux secteurs de croissance. Il faut préciser que cette revue est la dernière du programme économique et financier établi avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020. Et la pandémie de coronavirus impacte l'économie d'ici et du monde. Voyons d'ailleurs l'évolution des cas répertoriés en Côte d'Ivoire. Ce mardi 15 septembre, 34 nouveaux cas de Covid-19 sont dépistés sur 1098 prélèvements. 54 guérisons sont également annoncées par les autorités sanitaires. Le total des cas enregistrés dans le pays s'élève à 19 100 cas confirmés et 752 cas restent encore actifs. On ne cessera de le rappeler, ce n'est pas la fin de la pandémie. Veillez à respecter les mesures barrières. Et tout comme avec la Covid-19, la Côte d'Ivoire est engagée contre l'immigration clandestine. L'un des premiers actes de ce combat, c'est le retour volontaire et la réintégration des migrants. Le projet d'assistance a été mis au goût du jour en tenant compte de la pandémie, suivant ces explications de Issa Cholanyeho. En 2017, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur
avec l'appui financier de l'Union européenne, UE, à travers l'Organisation internationale des migrations, OIM, a adopté un plan d'assistance pour le retour volontaire et la réintégration des migrants ivoiriens. Ce plan a contribué à l'amélioration du bien-être de ces migrants en situation de vulnérabilité, une fois rentrés en Côte d'Ivoire. Du fait de la pandémie du coronavirus, ce plan connaît un retard dans sa mise en exécution. Pour favoriser son redémarrage, une rencontre est organisée entre le ministère de l'Intégration et ses partenaires afin d'actualiser ce plan et l'adapter à la situation sanitaire actuelle. Le plan de réintégration qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit très clairement dans le cadre du renforcement des activités de réintégration et notamment est une étape importante vers la durabilité de ce mécanisme que nous sommes en train de développer avec le gouvernement et les partenaires. Il est donc extrêmement important qu'une réponse soit holistique à leurs problèmes. La dimension de la réintégration est très importante dans ce retour volontaire, parce que c'est ce qui permet à ces personnes qui ont connu souvent des situations très difficiles de retrouver leur place dans la société ivoirienne et dans la vie économique et sociale. Selon le ministre Albert Flindé, la diaspora est un levier important pour le développement de la Côte d'Ivoire. À cet effet, il réaffirme la volonté du gouvernement d'assurer le retour volontaire des migrants. Avec l'ampleur des crises successives au niveau politique, économique et sanitaire, la mise en place d'un mécanisme pour le retour et la réinsertion des Ivoiriens en détresse demeure une priorité pour mon département. De nouveaux défis, notamment sanitaires, ont modifié le contexte de l'opérationnalisation de l'assistance. Il est donc devenu impératif de procéder à son actualisation en introduisant les offres de services des différents ministères tout en prenant en compte le nouveau contexte avant sa validation. Pour ce plan qui s'achève dans la première moitié de 2021, plus de 7000 migrants au retour volontaire ont été assistés. 6000 ont bénéficié des premiers services à leur arrivée en Côte d'Ivoire et 3200 ont intégré leur communauté à travers des formations et bien d'autres activités. Dans le monde des médias, des responsables du groupe RTI ont été formés au contrôle de gestion interne. C'est un renforcement de capacité en matière de gestion et de bonne gouvernance pour apprendre davantage sur les outils nécessaires à l'élaboration de la cartographie des risques. Le rapport de Serge Colléa. L'inspection générale d'État renforce les capacités managériales de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Une session de formation à l'attention des gestionnaires et responsables sur la cartographie des risques. Il s'agit de favoriser et de promouvoir la mise en œuvre du contrôle interne et du contrôle de gestion. Nous sommes très heureux de ce que le ministère de la Communication est en train d'effectuer. Nous les accompagnons sur cette trajectoire et nous souhaitons qu'ils aillent véritablement loin et que l'audit soit une réalité. Le directeur général de la RTI, Fosseri Dambélé, a souligné l'intérêt de cet atelier de formation pour ses principaux collaborateurs. La notion de risque est au cœur des préoccupations. Et en prenant cette initiative de renforcer les capacités sur ce thème, vous apportez une contribution de grande valeur à la qualité du management de la RTI. Et je voudrais, au nom du comité management et de l'ensemble du personnel de notre entreprise, exprimer toute notre gratitude à l'Inspection générale d'État et à l'Inspection générale du ministère de la Communication et des Médias. Plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias ont bénéficié de cette mise à niveau. Voyons à présent l'actualité politique. La liste des candidats éligibles à l'élection présidentielle annoncée et aussitôt les partis et groupements politiques préparent la prochaine étape, celle des campagnes électorales. Au RHDP, la stratégie à adopter est affinée selon Alexis Ouedraogo.
Le RHDP veut peaufiner sa stratégie pour séduire le plus grand nombre d'électeurs. Ce mardi à Abidjan, la direction exécutive a réuni ses instances pour lancer sa machine. Ce qui importe pour nous, c'est d'organiser le parti pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Nous l'avons déjà fait, nous le faisons depuis 10 ans. Nous voulons continuer, l'amplifier, consolider les acquis. L'humilité commande que nous allions à ces élections avec tous nos moyens, avec toutes nos forces, avec la dernière énergie pour apporter cette victoire aux Ivoiriens. Face aux violences constatées dans quelques régions du pays, le parti appelle ses militants à rester concentrés sur la victoire de son candidat. Le RHDP ne s'inscrit pas dans la violence. Nous ne répondons pas à la violence. La violence n'est pas notre ADN. Nous sommes un parti de paix et l'État va jouer son rôle régalien. C'est à l'État, au gouvernement, de maintenir l'ordre et tout activiste. Et le parti entend bien entamer sa pré-campagne dans le courant de cette semaine. Et le RHDP veut remporter cette élection dès le premier tour et une ambition pour laquelle le parti forme ses militants en Lausanne, en Suisse. Les militants ont reçu les outils nécessaires pour être performants lors des campagnes électorales par une formation, mais aussi pour une bonne coordination le jour du vote. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Traoré Kalilou, présentait récemment ses lettres de créance au président Muhammadu Buhari, le diplomate nommé en décembre 2019 à Yamoussoukro par décret présidentiel devra contribuer au renforcement de la coopération entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Suivant ces images qu'a bien voulu commenter Lansina Ouattara. C'est le 25 août dernier que Kalilou Traoré a présenté ses lettres de créance à son Excellence Mamadou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Une cérémonie dans des conditions particulières dues à la crise sanitaire liée au coronavirus. Diplômé en sciences et techniques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'ex-directeur de cabinet du président de la commission de la CEDEAO, Kalilou Traoré, est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Nigeria et à la CEDEAO. Outre la Côte d'Ivoire, 7 autres ambassadeurs ont été accrédités auprès de l'État nigérian. Son Excellence Mamadou Buhari, tout en souhaitant une bonne mission aux diplomates ivoiriens, a insisté sur l'approfondissement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. Kalilou Traoré a précédemment occupé plusieurs fonctions dans l'administration, notamment au sein de ministères et dans le secteur industriel. Il est officier de l'Ordre national. C'est le 26 juillet 1961 que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont noué des relations diplomatiques. 59 ans après, ces relations sont au beau fixe et se consolident au fil des années. Et nous apprenions plus tôt ce mardi, l'ancien chef d'État malien Moussa Traoré est décédé. Il dirigea de 1968 le Mali avant d'être en mars 91 renversé après un coup d'État. Très écouté de la classe politique malienne, il avait reçu il y a quelques semaines la junte militaire qui dirige présentement le pays. Moussa Traoré, né en 1936, aurait eu 84 ans le 25 septembre prochain. Et nous revenons, avant de terminer, sur cette information. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara participait ce jour à une réunion de la CEDEAO sur la crise socio-politique que traverse le Mali. La rencontre s'est tenue à Accra, la capitale ghanéenne. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont échangé avec la junte militaire malienne. L'objectif était de trouver un consensus et lever l'embargo commercial qui paralyse les Maliens. Au nombre des décisions, on rapporte que la CEDEAO demande au chef des militaires, le colonel Assimi Goïta, de favoriser la mise en place d'un pouvoir civil en attendant l'organisation de prochaines élections nationales. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.